Mon fils était dans ma cuisine en train de boire mon vin quand je suis entrée. Pas une once de culpabilité, pas même un regard en arrière. Il ignorait que la maison où il avait grandi ne portait plus son nom. J'ai déposé les papiers de fiducie entre nous, ma signature déjà sèche. Tu n'es pas mon gardien, ai-je dit. Tu es mon rappel. Il a ouvert la bouche pour protester. J'ai ouvert la porte. Bon, avant de plonger dans cette histoire folle, faites-moi plaisir. Abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Le soleil me brûlait la nuque tandis que la camionnette de location quittait le parking en gravier. La poussière volait dans son sillage comme la fumée d'un pont qui venait de prendre feu. Mon propre fils était assis sur le siège avant, lunettes de soleil sur le nez, une main sur le volant, sans même jeter un coup d'œil au rétroviseur. Je restais là, tenant toujours la serviette en papier que j'avais emportée pour m'étirer. Elle était tachée de caramel, provenant de l'échantillon que la vendeuse avait déposé dans ma paume en souriant. Je ne l'avais même pas encore jeté. Je n'avais pas eu le temps. Je voulais juste respirer un peu, sentir le vent, me dégourdir les jambes, ne pas être abandonné comme un pull égaré. La boutique derrière moi, une structure en bois peinte d'un rouge délavé avec des tournesols en plastique plantés dans des tonneaux de whisky, semblait s'apercevoir que j'étais encore là avant ma famille. J'ai attendu. Au début, je me suis dit de ne pas m'inquiéter. Il s'en rendrait compte dans 5 minutes, peut-être 7. Peut-être pensait-il que j'étais aux toilettes. Peut-être que les enfants étaient grincheux. Ou ma belle-fille, Aaron, les avait tous fait sortir en vitesse avec cette voix sèche qu'elle utilisait habituellement quand elle se sentait en retard. La chaleur frémissait. L'asphalte devant le parking scintillait comme une eau qui ne pourrait jamais rien éteindre. 15 minutes passèrent, puis 30. J'essayais de ne pas faire les 100 pas. Je ne voulais pas que le vendeur ou le jeune couple faisant le plein à la pompe à proximité pense que j'étais perdu. Je n'étais pas perdu. J'attendais, juste. 1 heure s'écoula comme de la sueur sous mon chemisier. Je me suis glissé à l'ombre du porche de la boutique de souvenirs, espérant que les rayons du soleil entre les planches ne me trouveraient pas. Mon téléphone était à plat. Je l'avais laissé en charge dans la camionnette avec mon sac à main en sortant. Je n'avais pas pensé en avoir besoin. C'est le silence qui a commencé à m'effrayer. Non pas l'absence de voix, mais l'absence d'inquiétude. Pas un seul appel, pas un klaxon. Personne ne criait mon nom au bout de la rue. Mon propre fils, mon unique enfant, n'avait pas remarqué que sa mère n'était pas dans la voiture. J'ai senti une boule dans mon ventre. Au bout de 2 heures environ, une famille de 4 touristes de Chicago, à en juger par l'autocollant ourson sur leur SUV, m'a remarqué assise seule sur le banc. La mère s'est approchée de moi avec précaution, comme si elle se demandait si j'étais sans abri, perdue ou simplement désespérément oubliée. « Tu attends quelqu'un ?» demanda-t-elle doucement. « J'attendais, répondis-je. Je ne sais plus. » Ils m'offrirent leur chargeur de secours. Je le pris les mains tremblantes, murmurant ma gratitude comme si on venait de me donner de l'oxygène. L'écran s'alluma lentement. « Bon retour, Margot. » 17 appels manqués, tous d'un auto-appel de pharmacie me rappelant de renouveler mes statines. Pas un seul de mon fils. Pas de SMS, pas de message vocal, pas de message de groupe d'Aaron avec ses points d'exclamation trop joyeux, rien. Jusqu'à ce qu'une minute plus tard, mon téléphone vibre. « Aaron, où es-tu ? On est déjà à l'hôtel. » Pas de ponctuation, pas d'excuses. Je fixais l'écran, la chaleur montant à nouveau. Pas à cause du soleil cette fois, mais de quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Ce n'était pas un accident. Il n'avait pas pris la peine de vérifier, d'appeler, ni même de se demander pourquoi il restait un siège libre à l'arrière. Il m'avait abandonné comme un bagage trop lourd pour leur itinéraire. Je me suis arrêté lentement, la mère touriste m'observant avec de grands yeux, sentant peut-être que, quoi qu'il en soit, ce n'était pas juste un accident de voyage. C'était autre chose, quelque chose qui se dénouait. Je lui ai souri. « Merci », ai-je dit en lui rendant le chargeur. « On dirait que j'ai quelque chose à faire. » Elle m'a demandé si j'avais besoin d'être raccompagnée. J'ai refusé, car quelque chose avait changé. Pas seulement dans la journée ou le voyage, mais en moi. Et quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas rester les bras croisés. Sa voix était monocorde, comme celle de quelqu'un qui conteste une contravention de stationnement. Pas celle d'un homme qui a laissé sa mère derrière lui sous une chaleur de 40 degrés Celsius. La navette de l'hôtel s'est arrêtée devant la boucle avant de la station de montagne dans un nuage de poussière fine, le genre qui s'accroche à la sueur comme au souvenir. Margot sortit lentement,
remerciant le jeune vendeur de la boutique de souvenirs qui avait insisté pour organiser le transport. Elle tenait maintenant son sac à main. Il l'avait mis en dépôt dès qu'elle lui avait expliqué sa situation, mais la douleur dans sa poitrine était insupportable. Le complexe hôtelier était magnifique, comme le sont toujours les établissements haut de gamme, des tons naturels soigneusement choisis, de l'eau de concombre fraîche à l'enregistrement et un hall d'entrée qui sentait légèrement la lavande, empreint d'attente. Elle ne les chercha pas des yeux. Elle marcha simplement. Et il était là, son fils, penché nonchalamment près d'une fontaine, téléphone à la main, lunettes de soleil toujours au nez. Il leva les yeux en la voyant, ni surpris, ni soulagé, juste légèrement gêné. « Maman », dit-il comme si elle l'avait interrompu en plein travail. « On pensait que tu étais à l'intérieur. » Son ton était dépourvu de réelle curiosité, sans aucune excuse, comme si les 2 heures qu'elle avait passées seule dans un parking poussiéreux équivalaient à un reçu égaré. « Je n'y étais pas », répondit-elle simplement. Aaron était assis non loin de là, sur un banc rembourré, les jambes croisées, à consulter les informations de son téléphone. Elle ne leva pas les yeux, même lorsque Margot apparut. Son ton, lorsqu'elle parla enfin, était léger et tranchant. « Au moins, tu as trouvé ton chemin jusqu'ici, dit-elle. On commençait à croire que tu avais fait ton propre détour. » Margot ravala son instinct de répondre. Au lieu de cela, elle pressa doucement les paumes l'une contre l'autre et attendit. Son fils fouilla dans un petit sac à côté de lui et en sortit une enveloppe en plastique contenant les clés de sa chambre. « Tiens, » dit-il en la lui tendant comme une brochure. « Tu es au 304. Tu es avec les enfants. » « Avec les enfants ?» Il l'avait dit comme si c'était utile, comme si elle en serait ravie. Elle hocha la tête, retournant l'enveloppe dans sa main avant de la glisser dans son sac à main. Personne ne proposa de l'accompagner. Personne ne demanda comment elle allait. Ils retournèrent simplement à leur lecture, à leur confort ensoleillé, à leur récit de vacances préparés sans rides, sans retard ni mère laissée pour compte. L'ascenseur fut silencieux. Des murs recouverts de moquettes, une fraîcheur qui ne lui atteignait pas les os. La chambre 304 était au bout du couloir. Elle ouvrit la porte et fut accueillie non pas par la douce ambiance d'un refuge, mais par le bourdonnement chaotique du sucre et des dessins animés. Des lits superposés, un paquet de chips renversés sur le sol, une brique de jus ouverte suintant sur le bureau, une bouée de piscine à moitié gonflée appuyée contre le placard, une pile de tongs minuscules et de maillots de bain humides entassés près de la porte du balcon. Margot entra, laissant la porte se refermer derrière elle. Un itinéraire plastifié était collé sur le mini-frigo, écrit au feutre gras avec un en-tête joyeux, « Semaine d'aventure familiale Carter ». Elle le parcourut. Journée spa. Aaron et sa mère. La mère d'Aaron. Balade à cheval. Dylan. Soirée dégustation de vin pour enfants. Réservée aux adultes. Massage cou. Dîner de fête Dylan et Aaron. Tenue de soirée obligatoire. Son nom n'apparaissait pas une seule fois, pas même par hasard, pas même entre parenthèses. Elle s'adossa au mini-frigo, le ronronnement frais du moteur vibrant doucement dans sa colonne vertébrale. Son téléphone vibra. C'était un SMS de son fils. « Dylan, peux-tu surveiller les enfants pendant qu'on se rafraîchit ?» C'est à ce moment-là que quelque chose de petit et de silencieux en elle se détendit. Ni de colère, ni de chagrin, mais de clarté. Il ne l'avait pas oubliée sur le parking. Il ne l'avait tout simplement jamais vraiment incluse. Quand j'ai demandé si je pouvais participer à la visite du vignoble, ma belle-fille a ri. Pas un rire franc, juste ce petit rire saccadé que les gens font quand ils pensent que vous plaisantez et qu'ils aimeraient que ce soit le cas. Puis elle a vu mon visage et s'est arrêtée. Le dîner de la veille avait été mangé dans une assiette en carton, tandis que j'étais assise en tailleur sur le lit superposé, à balancer des pâtes tièdes et à regarder des stories Instagram en mode silencieux. Aaron souriait en flou au bar de l'hôtel, trinquant à une flûte de champagne avec sa mère. Du vin et des femmes, disait la légende. Mon fils Dylan se tenait à l'arrière-plan d'une autre publication, flou et à moitié détourné, mais toujours bien présent. Tous baignaient dans une lumière chaleureuse et une joie soignée. Personne ne m'avait invité. Personne ne m'avait demandé si j'avais mangé. Le lendemain matin, j'ai réessayé. Je suis descendue tôt au buffet du petit déjeuner, vêtue d'un chemisier repassé et des boucles d'oreilles en ambre que Dylan m'avait offertes un jour de fête des mères, alors qu'il s'en souvenait encore. Je les ai retrouvées au fond de mon sac de voyage, comme une gentillesse oubliée. La salle à manger était remplie d'une douce musique et d'un parfum de casonnant frais. Ils étaient déjà assis, Dylan, Aaron, ses parents. La table semblait pleine,
Mais j'ai tiré une chaise de la table voisine et je me suis installée. J'ai entendu dire que tu allais au domaine viticole aujourd'hui, ai-je dit en dépliant ma serviette. Aaron a levé les yeux de son parfait aux fruits rouges. On y va? Puis ce rire est venu. J'aimerais venir, ai-je dit. Il y a eu un silence. Elle a posé sa cuillère. Oh, elle a dit que c'était surtout de la marche, des escaliers, et vous savez, un timing serré. Elle a esquissé un sourire qui n'a pas effleuré ses yeux. Je pense juste que tu nous ralentirais. Dylan a siroté son café sans rien dire. Sa mère, assise en face de moi, a pincé les lèvres et a examiné ma tenue. Tu portes ça? Elle a demandé la photo de famille plus tard. J'ai baissé les yeux vers mon chemisier. Il était bleu pâle, fraîchement lavé. Sûr. Respectable. J'ai apporté un pull, lui ai-je proposé, même si je ne savais pas pourquoi j'éprouvais le besoin de me justifier. Bon, elle a reniflé, au moins, place-toi au bout de la photo. On peut recadrer si besoin. C'est là que je l'ai entendu. Aaron s'est penché vers sa mère, murmurant juste assez bas pour que je ne l'entende pas. Elle insiste pour nous suivre. On est coincés. Coincés comme un chewing-gum sur leur itinéraire. Mon petit-fils, béni soit son courageux cœur d'enfant de 7 ans, beurrait du pain grillé à côté de moi. Il a levé les yeux, ses yeux écarquillés et innocents. Grand-mère, a-t-il murmuré, pourquoi n'aime-il pas? Toi! Quelque chose me serra la gorge. Pas de douleur, mais de lucidité. Avant que je puisse répondre, Dylan prit enfin la parole. Maman, est-ce que tu peux juste? Il expira. Essaie d'agir normalement. Tu mets tout le monde mal à l'aise quand tu t'immisces comme ça. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas expliqué que je faisais déjà de mon mieux pour ne pas prendre de place. Au lieu de cela, j'ai posé ma serviette, me suis excusée et suis montée à l'étage. Dans le calme de la chambre des enfants, avec ses lits superposés vides et son odeur de crème solaire, je me suis assis au petit bureau et j'ai regardé par la fenêtre les bus touristiques s'arrêter dans l'allée circulaire. Je les ai regardés se rassembler, lunettes de soleil, chapeaux à large bord, couleur pastel assortie, se préparant pour une journée qui ne m'inclurait pas. J'ai réalisé qu'ils ne m'avaient pas amenée ici pour être incluse. Ils m'avaient amenée ici pour être garée. Un fardeau de baby-sitter. Ce soir-là, une fois les enfants endormis et le calme revenu dans le complexe, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas fait défiler les pages. J'ai cherché des hôtels de luxe près de chez moi, des suites de dernière minute. Et quand j'ai cliqué sur ce premier lien, j'ai senti quelque chose bouger. Pas comme une rébellion, plutôt comme un retour. Ils étaient encore à la piscine quand j'ai pris mes quartiers aux Pentouses. Je le savais, car j'ai vu l'histoire d'Aaron apparaître sur le Wi-Fi du complexe quelques minutes après que mon Uber ait franchi le dernier virage de la route de montagne. Sur la photo, elle était allongée sur une chaise longue, lunettes de soleil sur le nez, un cocktail à la main, avec la légende « Fils et silence, enfin ». Ma serviette était toujours posée sur la chaise à côté d'elle. 20 minutes plus tôt, je m'étais échappée de la chambre 304 sans un bruit. Les enfants s'étaient endormis, emmêlés les uns dans les autres après une crise de sucre, et le seul mot que j'avais laissé était affiché sur le papier à lettres du complexe près de la table de nuit. Ne m'attendez pas. Je vais bien. La réceptionniste du Sable Crest Hotel m'a souri avec une chaleur professionnelle qui ne posait aucune question. C'était ce dont j'avais besoin, un endroit où personne ne savait qui j'étais ni qui j'étais censé être. Madame Carter, votre suite est prête, a-t-elle dit en me tendant la carte-clé à 2 mains comme un cadeau. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Je n'avais pas fait de demande particulière, mais la chambre elle-même, la chambre 1201, le Penthouse, me semblait de toute façon m'attendre. Les portes s'ouvraient directement sur un couloir privé bordé de chaleureux panneaux de chêne. Dès mon entrée, la suite m'accueillit en silence. Des baies vitrées, dorées aux dernières lueurs du jour, brillaient d'or. Des comptoirs en marbre. Une bouteille d'eau gazeuse fraîche sur un plateau en argent. Un bol de fraises fraîches était posé sur le bar. L'air embaumait le lin, les agrumes et le luxe. J'ai enlevé mes chaussures et tapoté le tapis, plus lentement que d'habitude, laissant mes os respirer. Je n'ai pris de nouvelles de personne. Je n'ai prévenu personne de mon arrivée. Au lieu de cela, j'ai enfilé mon luxueux peignoir blanc et me suis retrouvé pieds nus sur la terrasse, contemplant la vallée tandis que le crépuscule se dessinait sur le ciel. En contrebas, la ville s'animait. De minuscules lumières oranges clignotaient comme des lucioles. Personne ne savait que j'étais là. Personne ne s'en souciait. Pour une fois,
Ces deux vérités me semblaient une bénédiction. J'ai commandé du thé à la menthe et du rsado aux champignons au room service. À l'arrivée, je les ai dégustés sur le canapé sans tablette. Une jambe repliée sous moi, comme je le faisais avant d'être la mère de quelqu'un, le plan de secours de quelqu'un. Puis j'ai pris mon téléphone. Il y avait 3 SMS non lus de Dylan, 2 darons. L'un disait « As-tu quitté l'hôtel ?» Un autre « Tu aurais pu le dire à quelqu'un. » Et enfin « Fais-nous savoir si tu vas bien. » On demandait les enfants. J'ai fixé ces mots un long moment, attendant qu'ils prennent plus de sens qu'ils n'en avaient. Puis j'ai ouvert mes contacts et bloqué leurs 2 numéros. Pas définitivement, juste assez longtemps. J'ai mis le contact sur « Ne pas déranger », j'ai posé le téléphone sur le comptoir en marbre, face cachée, et j'ai pris une grande inspiration. Puis j'ai ouvert le journal relié en cuir que l'hôtel avait glissé dans le tiroir du bureau, probablement destiné aux cadres ou aux jeunes mariés qui notaient leur liste de choses à faire avant de mourir. Et j'ai commencé à écrire, non pas sur eux, mais sur moi. Mon écriture était rouillée, tendue, irrégulière. Mais l'encre coulait comme si elle avait attendu en moi tout ce temps. J'ai écrit sur la femme que j'avais été avant la maison, les factures et la dignité héritée. J'ai écrit sur l'enfant que j'avais toujours voulu et que je n'avais jamais eu. Quelqu'un qui aurait remarqué mon absence, qui aurait attendu 5 minutes de plus. Le chagrin était assis à mes côtés comme un vieil ami, non invité, mais pas importun. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas seule. Je me sentais claire. Et puis le téléphone a sonné. Pas le portable, toujours face contre terre et silencieux. Le téléphone fixe de la suite. Un son craquant et ancien qui résonnait étrangement dans la grande pièce. J'ai décroché. Madame Carter, a demandé le concierge. Il y a un homme en bas qui demande à vous parler. Il dit que c'est urgent. J'ai fermé les yeux. Dylan m'avait trouvé, mais quelque chose dans le ton du concierge m'a dit que ce n'était pas de l'inquiétude qu'il avait apporté. Il a dit que je lui manquais, mais qu'il ne pouvait pas dire de quelle couleur était mon manteau ce matin-là. Ce matin-là, il m'a laissé sur un parking en gravier sans se retourner. L'ascenseur qui descendait vers le hall de l'hôtel avançait lentement, comme s'il hésitait lui aussi à m'amener à lui. J'ai aperçu mon reflet dans le panneau poli. Robe de chambre troquée contre un pantalon, chemisier léger, pas de maquillage, cheveux tirés en arrière avec la même discrétion que je portais toujours quand j'avais besoin de garder les idées claires. Dylan se tenait près du comptoir, les mains dans les poches, arborant ce sourire pincé qu'il arborait quand les choses allaient mal tourner. Il était bien habillé, pantalon kaki, polo, le cadran de sa montre brillant juste assez pour être remarqué. Il n'avait pas l'air inquiet, juste légèrement contrarié. « Maman », dit-il en s'avançant comme si j'allais disparaître à nouveau. « Tu nous as fait peur. Tu n'as dit à personne où tu allais. » J'ai laissé le silence s'éterniser un peu avant de répondre. Je n'étais pas conscient d'y être obligé. Il cligna des yeux, surpris par l'absence d'excuses. Puis il se reprit avec un petit rire, le genre de rire qu'on a pour garder le dessus. On a cru que tu t'étais peut-être éloigné. Aaron était inquiet. J'ai haussé un sourcil. Elle t'a envoyé un texto, a-t-il ajouté. Je me souviens. J'ai gardé une voix douce. C'était très bref. Il a changé de position, a jeté un coup d'œil vers la réception, puis de nouveau vers moi. Écoute, puisque tu es là, et j'en suis content, mais à propos des papiers de location de van. Voilà. J'ai vu ses yeux errer autour de la phrase, cherchant un moyen de rendre la demande accessoire. Ils ont dit qu'il fallait mettre à jour les informations du conducteur remplaçant, a-t-il poursuivi. Ton permis est toujours enregistré, et comme nous, eh bien, comme tu n'es pas revenu avec nous, l'agence l'a signalé. J'ai incliné la tête, les bras croisés. Tu es venu chercher ma carte d'identité ? Ai-je demandé d'une voix douce. Trop douce, a-t-il hésité. Eh bien, je suis venu voir comment tu allais. Et es-tu venu voir les enfants quand j'étais seule avec eux ? Ai-je demandé. Ou quand j'ai raté le dîner, ou quand je n'étais pas sur une seule photo de la journée. Cela a effacé toute sa performance de son visage. Dylan a soupiré et a détourné le regard. Allez, maman. N'en fais pas tout un plat. Nous ne nous attendions tout simplement pas à tout cela. Tout ça, ai-je répété. Cette disparition. J'ai souri. Même moi, j'en ai été surprise. Je n'ai pas disparu, Dylan, ai-je dit. J'ai juste arrêté d'attendre qu'on me remarque. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone, mal à l'aise. Tu manques aux enfants, a-t-il finalement dit en adoucissant le ton. Ils s'en sortiront, ai-je répondu.
Les enfants, adaptez-vous. Il m'a regardé un long moment. Je ne savais pas s'il cherchait la mère dont il se souvenait ou s'il en voulait à celle qui se tenait là maintenant. J'ai déjà prolongé la suite, ai-je dit avant qu'il ne puisse reprendre la parole. Je serai là toute la semaine. Quelque chose a brillé dans son expression, un mélange de surprise et de calcul. Je connaissais ce regard. Cela signifiait qu'il était en train de réorganiser mentalement des plans auxquels je n'avais pas participé au départ. Je devrais remonter, ai-je dit. Le room service apporte du thé à la menthe. Il n'a pas bougé pour me suivre, se contentant d'acquiescer d'un hochement de tête. Bon, eh bien, à plus tard. Je l'ai accompagné jusqu'à l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton sans un mot. Quand les portes s'ouvrirent, il entra et se tourna vers moi. Je ne lui fis pas signe de la main. Je ne tendis pas la main. Je laissai les portes se refermer entre nous comme une frontière silencieuse. De retour dans la suite, je retirai mes chaussures, me dirigeai vers le balcon et pris une grande inspiration. L'air était frais, insensible aux attentes de quiconque. Puis, lentement, délibérément, je verrouillai la porte derrière moi et, pour la première fois de tout le voyage, la chambre me parut enfin mienne. Ils postèrent une photo de famille ce soir-là. Je n'y étais pas. La légende disait « Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible ». Je fixai longuement l'écran, le pouce levé, le cœur serré. La photo était mise en scène. Bien sûr que oui. Aaron avait un talent pour ce genre de choses. Tout le monde se tenait sur le belvédère en bois devant le restaurant du complexe, rétro-éclairé par la lumière dorée du soleil. Dylan avait un bras autour de ses épaules, l'autre tenant leur plus jeune fille, qui portait un chapeau de paille bien trop grand pour sa tête. Les parents d'Aaron se tenaient à leur côté, coupe de champagne levée. Étiquette après étiquette à Dylan Carter, à la manière de maman et moi, en escapade à la montagne. Pas à moi, pas une seule fois. Il l'avait légendé comme un souvenir, mais ça ressemblait plus à un message. J'ai tapoté jusqu'à l'histoire suivante, un tourbillon de toast au champagne. La voix d'Aaron gazouillait, tellement content qu'on ait pu se retrouver comme des gens comme nous cette semaine. Le tintement du verre a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Dans un coin du cadre, je l'ai vu. Un éclat argenté, un collier, que j'ai immédiatement reconnu. Je l'avais offert à la mère d'Aaron il y a 2 Noëls. Une délicate chaîne en argent avec un pendentif en quartz rose. C'est pour la guérison, avais-je dit en le lui tendant. La boîte enveloppée dans du papier de soie dorée, son sourire crispé et ingrat. Maintenant, elle la portait comme si elle lui appartenait de naissance, et non de mémoire. J'ai éteint mon téléphone et laissé l'écran s'éteindre. La pièce était sombre, le ciel était meurtri par le crépuscule. Je me suis assise sur le lit, en peignoir, les pieds repliés sous moi, et j'ai attrapé le journal de l'hôtel sur la table de nuit. Mon écriture tremblait d'abord, le stylo traînant sur la page comme s'il avait besoin d'être cajolé, mais les mots sont venus quand même. Je n'étais pas oubliée, ai-je écrit. Je n'ai jamais vraiment été incluse. Des larmes coulaient sur ma joue en ligne lente et obstinée. Pas dramatique, juste sincère. Je n'ai pas pris la peine de les essuyer. Ils ne m'avaient pas amenée ici parce qu'ils me voulaient. Ils m'avaient amenée parce qu'ils y étaient obligés. Parce que ne pas inviter sa mère au voyage familial me semblait trop cruel. Mais l'inclure juste assez pour dire qu'elle était là, c'était acceptable, attendu, performatif. Ils avaient besoin de quelqu'un pour surveiller les enfants, prendre les photos, occuper l'espace, mais pas de quelqu'un qui puisse exister pleinement, parler, participer, être vu. J'ai tendu la main vers le tiroir à côté de moi, celui avec sa poignée en laiton lisse et son coulissement doux. Je l'ai ouvert et j'en ai sorti l'enveloppe que je n'avais pas consultée depuis mes cartons. À l'intérieur de l'acte de propriété, j'ai passé mes doigts sur le bord supérieur, sentant le tampon du notaire à travers l'épais papier cartonné. La maison, ma maison, toujours à mon nom. Je leur avais laissé croire que c'était une affaire de famille, quelque chose de partagé, quelque chose de commun. Mais je n'avais jamais transféré le titre de propriété, jamais ajouté les noms de Dylan ou d'Aaron, même après que l'entreprise de Dylan eut emprunté sur ses fonds propres, même après les avoir vus recouvrir les souvenirs de blanc brillant et de granit, car au fond de moi, une partie de moi le savait. Il ne l'avait jamais considéré comme mien, juste comme quelque chose qu'il reprendrait quand je ne serais plus utile. J'ai posé l'acte sur le lit à côté de moi, son poids léger mais indéniable. Peut-être, murmurai-je dans le silence. Il est temps qu'ils se souviennent sous quel toit ils vivent. J'ai refermé le tiroir avec précaution, laissant le bois se tasser doucement. Puis j'ai pris mon téléphone et cherché le numéro que je n'avais pas composé depuis des années.
Une avocate spécialisée en immobilier avec qui j'avais travaillé dans une autre vie. Son site web avait changé. Son logo était plus net maintenant, mais j'ai reconnu sa voix lorsqu'elle a répondu. Bonjour, ai-je dit. J'aimerais planifier une consultation demain matin si possible. Pause. Clic de touche. Confirmation. Parlons de ce qui vous appartient. La femme a dit qu'il voulait une matriarche qu'il pourrait réduire au silence. Je leur en ai donné une qui sache signer des chèques. Il y a 15 ans, j'ai signé les papiers d'une maison qui sentait encore la peinture fraîche et le regret. Mon mari n'était parti que depuis 6 mois. Le cancer avait progressé rapidement. C'était la première chose qui avait devancé sa fierté. J'ai acheté cette maison parce que Dylan avait besoin de racines. À l'époque, il était jeune marié, au chômage et arborait l'arrogance d'un homme qui n'avait pas encore réglé une facture à son nom. J'étais le filet de sécurité, pas le genre mou, le genre instruit et impitoyable qui vous attrape, mais qui pique quand ça arrive. Nous l'appelions la maison familiale, mais j'étais le seul à payer l'hypothèque. Chaque mois, discrètement, je les ai vus choisir les couleurs de peinture et se disputer à propos du carrelage de la crédence, comme s'ils construisaient un héritage plutôt qu'un bail. Je ne les ai jamais repris lorsqu'ils disaient que c'était à nous. Pas même lorsque Dylan a demandé de l'aide pour financer sa première entreprise, une start-up de conseil qui a à peine survécu à son 2e été. J'ai apporté les garanties, mais je n'ai jamais mentionné mon nom. L'acte de propriété est resté mien, non par suspicion, mais par instinct, comme si une partie de moi savait déjà que cette famille dépasserait les limites si je ne les traçais pas à l'encre indélébile. Et maintenant, assis dans un bureau à la lumière tamisée, avec des lys fraîchement coupés sur le comptoir de la réception et un air parfumé à l'expresso qui tourbillonnait par les bouches d'aération, j'étais prêt à suivre cet instinct jusqu'au bout. L'avocate, une femme nommée Hens Moral, leva les yeux de la paperasse avec la précision calme de quelqu'un qui avait géré des problèmes plus graves que le mien, mais peut-être pas des problèmes aussi personnels. Vous avez conservé le titre de propriété complet, dit-elle en tapotant le dossier. Pas de copropriété, pas d'avenant. Cette maison est légalement à vous. Vous n'avez même pas besoin de consentement pour la restructurer. Je sais, dis-je en joignant les mains. Elle m'observa un instant. Vous envisagez de la placer dans une fiducie? Oui, dis-je. Irrévocable. Je suis le fiduciaire contrôlant. Pas de successeur sauf si je le dis. Et le bénéficiaire, pas mon fils. Cela la fit cligner des yeux. Juste une fois. Je peux l'inscrire en révision de conduite. Elle proposa délicatement. Intervalle de 5 ans. Si les choses changent, elles ne changeront pas, dis-je. Ne faisons pas semblant. Hens hocha lentement la tête, fit claquer son stylo et commença à remplir le dossier de transfert. Nous avons parcouru les documents comme des chirurgiens, constants, déterminés, page après page à tracer des limites, ligne après ligne à écrire de nouveaux termes. Plus de place pour la culpabilité, plus de place pour les erreurs d'interprétation. Une fois terminée, elle me glissa le dernier papier. Une signature. Tu es sûr? Je pris le stylo. Pour la première fois, dis-je en appuyant sur la ligne. Oui. L'encre coula comme un tonnerre silencieux au bas de la page. En rassemblant mes affaires et en me levant pour partir, je me sentis plus grand, non pas en hauteur, mais en densité, comme si je reprenais mon propre espace pour la première fois depuis des années. La salle d'attente était silencieuse. Les mêmes lièvres sur le comptoir d'accueil tenaient toujours leur forme. Le même jazz doux résonnait au-dessus de nos têtes. Rien n'avait changé, sauf que tout avait changé. Et puis, juste au moment où je tendais la main vers la porte, elle s'ouvrit. La mère d'Aaron entra, majestueuse comme toujours, ses lunettes de soleil toujours posées sur sa tête malgré la lumière intérieure. Elle ne me vit pas tout de suite. Trop occupée à feuilleter un agenda relié en cuir et à parler à la réceptionniste, elle était occupée à parler à la réceptionniste. J'ai entendu parler d'une consolidation, dit-elle. Portefeuille immobilier. Mon gendre et moi révisons notre stratégie successorale. Je me figeai. Mon souffle se coupa. Ce n'était pas une coïncidence. Elle essayait de bloquer ma maison, et elle ne savait même pas que j'avais déjà coupé les ponts. Je me suis éclipsé avant qu'elle ne me voie. Mais alors que je pénétrais dans la lumière du soleil, la vérité me suivit comme une ombre. Il n'attendait pas ma mort. Il la préparait. Je l'observais à travers la vitre teintée. Elle ne me vit pas. Elle ignorait même ce que je possédais. La mère d'Aaron se tenait sur le trottoir devant un immeuble moderne en verre, en ville. Le genre d'endroit avec des portes automatiques, sans charme, et une salle d'attente qui sentait la moquette neuve.
Elle souriait, animée, une main sur la hanche, riant avec un homme en blazer bleu marine. Il était grand, élégant, bloc-notes à la main, un agent immobilier, le genre à parler de valeurs immobilières et de superficie, pas de racines ni de souvenirs. Ils se serrèrent la main avec cet enthousiasme dont on fait preuve lorsqu'on a déjà pris sa décision. J'entr'ouvris la vitre de la voiture juste assez pour entendre la brise charrier des phrases hachées dans l'air de juin comme des feuilles mortes. Une fois que ce sera à son nom, dit l'agent en tournant une page de son dossier. On pourra enfin moderniser. Se débarrasser de tous ces vieux trucs structurels. Ouvrir. La mère d'Aaron rit. Exactement. Trop de bois, trop de coins. Il est temps de quelque chose de plus lumineux. Plus lumineux. J'agrippai le volant. Pas trop fort, juste assez. Il ne prévoyait pas seulement des changements. Il m'effaçait. La balançoire du Porsche, le vitrail près de l'escalier, l'arche que Dylan traversait en courant à 8 ans, une glace fondant sur son bras. Ils avaient déjà tout rasé mentalement. L'histoire était gênante quand elle n'avait pas de valeur de revente. Je ne suis pas descendu de voiture. Je n'ai pas affronté. Au lieu de ça, j'ai roulé. 15 minutes plus haut. J'ai trouvé une aire de repos avec vue, le genre qu'on ne trouve que lorsqu'on ne regarde pas. Un petit banc de bois dominait toute la vallée, silencieux, à l'exception du léger bruissement du vent qui glissait dans la sauge. Je me suis assis et j'ai laissé la vérité retomber autour de moi comme de la poussière. Il ne voulait pas de moi. Il ne voulait même pas de ma maison. Il voulait l'idée qu'elle avait, son statut, son code postal, son attrait extérieur, pas les trous de clous dans les murs où étaient accrochées des photos de bébés. Pas les fenêtres que j'avais réarmées moi-même quand le courant d'air était trop fort cet hiver-là. Dylan n'avait pas les moyens de s'offrir un nouveau chauffage. Il voulait le squelette, pas l'âme. Et pour eux, je n'étais même pas un locataire de cette âme. J'étais le substitut, le retard, la chose qu'ils devaient attendre avant que la propriété ne soit utilisable. Je suis rentré à l'hôtel en silence. Pas de musique, pas de navigation vocale, juste le son de ma propre respiration. Calme maintenant, car le chagrin parfois se révèle. À l'étage, je n'ai pas versé de vin. Je n'ai pas crié. Je me suis assis à mon bureau, j'ai rouvert le journal et j'ai commencé à écrire. Mais pas pour eux. Pour moi-même. Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai juste arrêté de faire semblant d'en avoir une. J'ai construit une maison. Et ils ont apporté les plans d'autre chose. Je leur ai donné des racines et ils ont fait leur bagage. J'étais leur fondation. Ils ont juste peint par-dessus. J'ai refermé le journal doucement et l'ai glissé dans le tiroir. La suite resplendissait du doux silence du coucher de soleil, des longues ombres, des bordures dorées au sol, du bourdonnement d'un réfrigérateur rempli de fraises et du silence. Plus tard, j'ai enfilé une chemise de nuit et éteint les lumières, plongeant la pièce dans l'obscurité, à l'exception de la silhouette de la ville à travers la fenêtre. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Un message vocal de Dylan. Sa voix était tendue, instable. Le ton qu'il utilisait quand il voulait paraître calme mais qu'il perdait le contrôle. « Maman, j'ai besoin de parler. C'est urgent. » J'ai fixé le poing clignotant sur l'écran, mais n'ai pas appuyé sur lecture. Le message disait « Urgent ». Mais l'appel n'est arrivé qu'à 22h04. Je venais de baisser les lumières de la suite Penthouse, la ville en contrebas vacillant dans un silence de détente. L'air sentait légèrement l'eucalyptus, provenant de la bougie du spa que j'avais laissé brûler pendant 1 heure. J'étais en train de plier la douce couverture blanche au pied du lit, laissant le silence s'installer. Ce genre de silence qu'on ne remarque que lorsqu'on réalise depuis combien de temps on vit sans lui. Puis le téléphone a vibré. Message vocal. Dylan Carter. Un nouveau message. Avant que je puisse l'ouvrir, l'écran s'est rallumé. Appel entrant. J'ai décroché après la 2e sonnerie. Bonjour, maman. Il l'a dit comme s'il testait le mot. Ni chaleureux, ni urgent, juste léger. J'ai attendu. On a un petit problème, a-t-il dit, suivi d'un souffle qui, pensait-il, adoucirait probablement les choses. Le Airbnb. On est bloqué. Le paiement a été refusé pour une raison inconnue et l'hôte dit que la carte enregistrée ne fonctionne pas. Un silence. Vous avez réservé à mon nom ? Ai-je demandé, d'un ton aussi neutre que l'horizon par la fenêtre. Le formulaire s'est rempli automatiquement. A-t-il dit trop vite? Du formulaire que nous avions utilisé l'année dernière. Tu te souviens de la réservation groupée? Je ne m'en étais même pas rendu compte avant tout à l'heure. Je me suis assis lentement au bord du lit.
La soie de mon peignoir murmurait en glissant sur la literie. Et que me demandes-tu exactement? Ai-je demandé. Bon, tu pourrais juste arranger ça, juste pour cette fois. Il l'a dit comme si c'était une faveur légère, comme demander à quelqu'un d'aller chercher quelque chose à la cuisine. Je me suis levée, et je me suis dirigée vers le bureau près de la fenêtre. J'ai pris le bloc-notes de l'hôtel et j'ai cliqué sur le stylo fourni. Quel est le numéro de confirmation? Ai-je demandé. Il a semblé surpris que je n'ai pas crié. Oui, attendez. J'ai entendu un bruit de pas. C'est le 498 BT23. Je l'ai noté et j'ai raccroché sans un mot. Pas de revoir, pas de promesse, juste le déclic d'une ligne coupée. Puis j'ai appelé directement l'hôte Airbnb en utilisant le numéro indiqué dans les détails de la réservation, qui s'était synchronisé avec ma boîte de réception il y a des années. Une femme répondit, joyeuse et légèrement pressée, comme on le fait quand on a trop d'invités et pas assez d'aide. Oui, Madame Carter, dit-elle. On se demandait quand vous arriveriez. Un homme est arrivé plus tôt, m'a dit que vous arriviez plus tard et qu'il aidait juste à décharger la voiture. Et la carte? Demandai-je. Oh, entièrement payée, répondit-elle. Carte se terminant par 6248. Approuvée il y a 3 jours. Ce numéro n'avait pas été utilisé depuis le mariage de Dylan. Je l'avais renseigné une fois dans un tableur de groupe pour une réservation groupée. Une seule fois. Je la remerciai et raccrochai. Puis, les mains plus fermes qu'elles n'auraient dû l'être, je me connectai à mon application bancaire, figeai la carte, signalai la transaction et déposai une plainte pour fraude. Il me fallut moins de 4 minutes pour défaire une confiance injustifiée qui avait pris des années à être accordée. Je fixai mon reflet dans la vitre sombre, les lumières de la ville allont ma tête. Puis, je pris mon téléphone et tournai l'appareil photo vers moi. Je ne me lissai pas les cheveux. Je n'ai pas ajusté le peignoir. J'ai simplement pris la photo. Pas de sourire, pas de filtre, juste la vérité. Je l'ai publiée sur mon fil d'actualité avec la légende suivante. Le service en chambre et les limites ont été à la hauteur. Ce n'était pas pour la frime. C'était pour signaler. Moins de 5 minutes plus tard, un commentaire est apparu. La vie d'Aaron Carter. Voilà ce qu'on fait maintenant. Pas d'émoji, pas de chaleur, juste de l'accusation déguisée en incrédulité. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai discrètement désactivé les commentaires, limitant la visibilité à mon cercle le plus proche, un cercle qui ne l'incluait plus. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai traversé la suite jusqu'au mini-frigo, me suis servi un verre d'eau citronnée fraîche et me suis assis près de la fenêtre. Il m'appelait à chaque fois que quelque chose cassait, et j'avais toujours répondu. La batterie de voiture, le loyer, le babysitting, les urgences, les frais de scolarité non payés, les anniversaires oubliés. Mais cette fois, ce qui avait cassé n'était pas un problème. C'était moi, et c'était moi qui réparais. Elle a dit que j'exagérais. Alors, je lui ai envoyé une capture d'écran. L'air matinal dans la suite était frais, presque trop vif à cause de la climatisation que j'avais laissé ronronner toute la nuit. J'étais assis au bureau près de la fenêtre, la robe serrée autour de la taille, les doigts caressant le bord de ma tasse de thé, encore trop chaude pour être sirotée. La ville en contrebas avançait lentement, ses immeubles projetant de longues ombres comme des vérités étirées. Mon téléphone s'est rallumé. Aaron Carter Life avait répondu à ma photo. Alors, voilà ce que nous faisons maintenant. Aucun point d'interrogation ne pouvait atténuer la condescendance qui transparaissait dans ses mots. Aucun selfie filtré sur son fil d'actualité ne pouvait masquer à quel point son timing était calculé, juste assez tard pour paraître surprise, juste assez tôt pour avoir l'air préparé. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, je me suis penché en avant et j'ai calmement tapé sous son commentaire. Ne t'inquiète pas, les bonbons sont sur moi comme sur Airbnb. Je n'avais pas besoin de la taguer. Le message était suffisamment direct, et je savais que son entourage le verrait. Sa tribu de mères de famille, ses amis de soirées énologiques et ses gourous de l'image, dont la plupart m'avaient discrètement suivi après des années de photos de mariage, d'anniversaires et de moments de folie postés pour la frime. En moins de 10 minutes, la section commentaires était animée. Une cousine a posté un emoji cœur. Un inconnu a répondu « Ouais, c'est devenu réel ». Une tante éloignée a commenté « Je savais que Margot n'avait pas disparu comme ça ». Et quelqu'un d'autre a simplement tapé des reçus. Le temps que je rafraîchisse la page, le commentaire initial d'Aaron avait été supprimé. Mais effacer n'efface pas une empreinte numérique, et encore moins une intention. Mon téléphone a vibré à nouveau.
Un appel cette fois. Dylan. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Sa voix était tendue, oscillant entre patience et frustration. Pourquoi fais-tu de ça un spectacle? Je n'ai pas commencé la représentation, ai-je dit en me renversant dans mon fauteuil. J'ai juste arrêté de faire semblant d'être du public. Il a ricané, d'un ton sec et sans humour. C'est une affaire de famille. Tu le racontes comme si on disait que tu n'avais pas utilisé ma carte. J'ai coupé. Comme si tu ne m'avais pas laissé sur un parking en bord de route pour envoyer un seul SMS. Il était silencieux. Le genre de silence que l'on utilise quand on essaie toutes les excuses sans trouver une seule solution. Je ne lui ai pas laissé le temps de répondre. Tu voulais le silence parce que ça te mettait à l'aise. Et maintenant, quand je parle, je suis dramatique. Il a expiré brusquement. On ne voulait pas dire que tu pensais tout ce que tu as dit, ai-je dit. Tu ne voulais tout simplement pas te faire avoir. J'ai raccroché avant qu'il ne se mette sur la défensive. Puis j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai rassemblé les reçus que j'avais conservés, pas des reçus métaphoriques, mais des PDF et des scans. L'acompte de 12 000 $ que j'avais versé directement au lieu de réception. La facture du fleuriste avec mon identifiant de virement bancaire. Le formulaire de cosignataire de leasing automobile dont je n'ai jamais été radié. La facture de frais de scolarité avec mon adresse de facturation toujours indiquée. Des années de lignes invisibles apparaissaient maintenant au grand jour. Je les ai rassemblées dans un dossier, intitulé « Protection de la fiducie, fonds personnels », et je l'ai transmis à mon avocat. En objet, documentation pour clause de discrétion totale. 10 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Ni de Dylan, ni d'Aaron, mais d'Ienez Morale, mon avocate. Sa réponse tenait en une ligne, mesurée et audacieuse dans sa simplicité. Voulez-vous ajouter une clause de non-contact dans les conditions de la fiducie? J'ai fixé l'écran un instant, laissant la question se poser. Non pas « pouvez-vous » ni « devez-vous », mais « voulez-vous ». Pour une fois, le pouvoir m'appartenait. Il n'appelait que quand quelque chose cassait. Le lave-vaisselle, le plan de la garderie, le voyant moteur de la voiture d'Aaron. Cette fois, c'était moi qui cassais. Pas d'un coup, mais en morceaux. Des fissures discrètes et polies qui se formaient depuis des années. Comme de la porcelaine qu'on colle sans cesse parce qu'on aime sa forme, sans se rendre compte qu'un jour elle cédera sous son propre poids. J'étais assise, recroquevillée dans un coin du fauteuil surdimensionné du salon de l'appartement, les lumières de la ville vacillant derrière moi comme un avertissement dont je n'avais plus besoin d'écouter. Mon téléphone était posé face contre terre sur la table basse en verre, le dernier texto de Dylan résonnant encore dans ma tête même après avoir éteint l'écran. Sachez simplement que lorsque grand-mère n'aura plus d'argent, nous ne serons plus là. Pas de faux semblants cette fois, pas de smiley, pas de point d'interrogation empreint de culpabilité, juste une menace enveloppée d'inévitabilité. C'était étrange comme je me sentais calme, car autrefois, un message comme celui-là m'aurait brisé, ou plus honnêtement, m'aurait déformé pour correspondre à leur vision de ce que devrait être une mère. Quelqu'un de fiable, de calme, toujours disponible. Celle qui signe les chèques, surveille les enfants, dit « Ne vous inquiétez pas ». Avec un sourire et un bordereau de dépôt. J'avais été la personne à contacter en cas d'urgence sur tous les formulaires scolaires, les fiches d'admission à l'hôpital, les autorisations de voyage, mais jamais la première à appeler pour un anniversaire. Jamais le nom retenu dans un discours de remerciement. Et pourtant, j'étais toujours venue avec des courses, des compléments de scolarité, du babysitting pour qu'ils puissent se reconnecter. J'avais comblé les vides dans leur vie sans jamais avoir été autorisée à être autre chose que du remplissage jusqu'à présent. Maintenant, le Penthouse ne ressemblait plus à une échappatoire. C'était une cure de désintoxication. Je marchais pieds nus sur le sol frais jusqu'à la tablette posée sur la table de nuit et appuyais sur l'écran pour appeler le room service. Pour la première fois depuis des années, je n'éprouvais pas le besoin de consulter les prix. Je commandais ce que je voulais, du saumon grillé, un verre de vin et une sulle au chocolat que je n'aurais pas à partager avec des doigts collants ou un sourire contrit. À l'arrivée, le concierge me l'apporta lui-même, un homme de grande taille en gilet noir et gants blancs, qui me tendit le plateau comme une cérémonie. Il le déposa délicatement sur la table et m'adressa un sourire d'essai. « Vous fêtez quelque chose de spécial ce soir, Madame Carter ?» demanda-t-il. Je m'arrêtai, contemplant le repas parfaitement dressé, le verre de vin frais, le silence qui n'était pas de la solitude. « Oui, dis-je, ma propre paix. » Son sourire s'estompa légèrement, pas par impolitesse, juste par curiosité.
avant qu'il hoche la tête et parte avec un doux « bonne soirée ». Et je le fis. Je savourais chaque bouchée. Je sirotais le vin lentement. J'ai regardé le ciel s'assombrir par les fenêtres et, sans ressentir de douleur à la poitrine, j'ai réalisé que personne ne savait ce que je mangeais. Personne ne se souciait de l'heure à laquelle je rentrais. Personne n'attendait de moi que je fasse quoi que ce soit d'autre que de rester exactement là où j'étais. J'ai compris que c'était là le don de la liberté, non pas de l'obligation, mais de l'oubli. Une fois le repas terminé, j'ai déposé le plateau devant la porte, me suis lavé le visage et me suis rassis avec mon journal. Je n'ai rien écrit de poétique, juste 3 mots. Je m'en souviens maintenant. Puis, sans hésiter, j'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert le contact de Dylan, bloqué, lentement, délibérément. L'écran m'a semblé plus clair ensuite. Moi aussi. J'ai posé le téléphone et j'ai expiré longuement, profondément, une dernière fois, puis la sonnerie a sonné. Le téléphone fixe de la chambre a vibré doucement près du lit, sa lueur constante dans la pénombre. J'ai décroché. Ici la réception, a dit la voix. Il y a quelqu'un qui vous demande. Je n'ai pas parlé, j'ai juste attendu le nom qui allait suivre. Il se tenait dans le hall de l'hôtel, tenant un bouquet de fleurs, comme si elles étaient censées effacer l'odeur de tout ce qu'il avait laissé pourrir. Les fleurs étaient belles, des roses, des blanches et des pêches. Trop fraîches pour avoir été une simple idée, mais j'avais vu de meilleures excuses dans les publicités et de pire de sa part. Je les observais, derrière une des colonnes de marbre du hall, hors de son champ de vision. La réception était animée, on entendait des conversations bourdonnantes et des touches tapant sur le clavier, mais sa voix portait. Elle avait toujours ce ton destiné à charmer, même quand les mots étaient creux. « Elle m'attend », dit-il en ajustant le bouquet dans ses bras comme une preuve de sincérité. « Je suis son fils. » Le concierge haussa un sourcil poli. On nous avait dit de ne pas annoncer les invités sans confirmation. Dylan rit légèrement, comme il le faisait quand il cassait quelque chose et me le tendait, s'attendant à des compliments pour sa simple honnêteté. « Écoute, j'ai juste besoin de 5 minutes. Elle traverse une période difficile et je crois qu'elle ne comprend pas comment fonctionne toute cette histoire de confiance. » Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas cligné des yeux. Il savait. Pas pour l'hôtel, pas pour le dîner, mais pour la confiance et le fait que je protégeais enfin quelque chose qui ne lui avait jamais appartenu. Moi. Elle s'en sert pour faire une scène, ajouta-t-il à voix basse en se penchant. Franchement, on a été patient, mais là, on dépasse les bornes. Mon téléphone était déjà en main. J'ouvris une fenêtre de message au concierge. Veuillez informer le client que je suis indisponible pour une durée indéterminée. Monsieur Carter. Quelques secondes plus tard, je vis le concierge lire le message sur son écran, se tourner vers Dylan et se redresser. « Je suis désolé, monsieur, dit-il. Madame Carter n'est pas disponible. Souhaitez-vous que nous livrions les fleurs à sa suite ?» Dylan hésita. « Alors, posez-les sur le comptoir. » Pas doucement. Numéro. C'est bon. Il se retourna, la mâchoire serrée, sa performance s'effondrant maintenant qu'il n'avait plus de partenaire. Je ne sortis pas à sa rencontre. Je ne lui adressai pas un signe de la main, un mot, un regard. J'avais déjà tout offert, et il l'avait dépensé comme de la monnaie de poche. De retour à l'étage, je m'enfonçai dans le fauteuil en velours près de la fenêtre, les ombres s'étendant sur le sol comme de l'encre renversée. Je repris le journal de l'hôtel, celui presque rempli d'encre et de souvenirs, et écrivis une dernière ligne pour la soirée. Ton silence n'est plus un cadeau, car c'est ce qu'on m'a appris à faire. Donner en silence. Année après année, signer des formulaires de l'association de parents d'élèves sans qu'on me le demande, organiser une fête d'anniversaire quand Aaron était trop fatigué, remplir des formulaires d'aide financière pour les enfants sans être mentionné comme contact d'urgence. Payer des frais de carte de crédit, une seule fois. À maintes reprises, j'avais donné des morceaux de moi-même jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien qui m'appartienne. Et quand je m'arrêtais assez longtemps pour vérifier mon pouls, soudain, je devenais dramatique, mesquine, perturbatrice. Mais je n'étais plus en colère. Plus maintenant, juste alerte. Je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre, me laissant submerger par les lumières de la ville. La vitre était froide sous mes doigts, mais réconfortante, sincère. Mon téléphone a vibré une fois depuis le bureau. Je me suis tournée lentement vers lui. Une seule notification s'affichait à l'écran. Application de gestion immobilière. Code d'accès 2819 utilisé à la porte d'entrée. 21h08, j'ai eu le souffle coupé. Ils étaient chez moi.
Ils étaient rentrés sans permission, sans avertissement, et ils ne savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds car la maison ne leur appartenait plus. L'odeur me frappa en premier. Mon liquide vaisselle à la lavande, réchauffé par le soleil filtrant par la fenêtre de la cuisine, se mêlait à l'odeur caractéristique des restes de repas et du vin. Je m'arrêtai juste devant la porte d'entrée, écoutant les rires discrets qui résonnaient à l'arrière de la maison. Le son était trop familier, trop posé. Ils n'étaient pas simplement venus vérifier. Je m'avançai lentement et résolument, les semelles de mes chaussures tapant sur le parquet à un rythme qu'ils auraient dû reconnaître. Plus je m'approchais de la cuisine, plus leur voix devenait claire, calme, basse, pleine de cette même assurance désinvolte que j'avais autrefois prise pour de l'amour. Au coin de la rue, je les aperçus. Dylan était assis au bout de ma table de cuisine, ma table, enfonçant sa fourchette dans le dernier carré de tarte aux pêches que j'avais congelé au printemps, celui que j'avais préparé avec les fruits de l'arbre du jardin que j'avais planté l'année de la naissance de sa fille. Aaron s'appuya contre le comptoir, son verre de vin rouge à la main, le pied pincé entre deux doigts, comme si elle était en vacances. Une bougie à moitié consumée vacillait près de l'évier. Il l'avait allumée, ma bougie, sans demander mon avis. Aucun d'eux ne me remarqua au début. Aaron était au milieu d'une phrase. On pourrait déplacer le buffet contre le mur du fond. Ouvrir tout cet espace. Ma mère dit que c'est démodé. Dylan émit un son évasif en mâchant. D'accord, mais c'est lourd. Je rassemblerai une équipe une fois les papiers terminés. C'est alors que je me suis éclairci la gorge. La colonne vertébrale d'Aaron se raidit. La fourchette de Dylan se figea en l'air. Je franchis la porte d'entrée, posant mon sac à main sur le comptoir avec une précaution délibérée. Je laissai le silence s'épaissir entre nous avant de parler. Vous vous êtes installés confortablement. Aaron se reprit le premier, souriant trop vite. Oh, Margot, tu es rentrée plus tôt que prévu. On vérifiait juste. J'ai terminé pour elle. Oui, j'ai entendu. Dylan se leva, essuyant les miettes de ses mains. On ne savait pas quand tu reviendrais. J'ai pensé qu'il était judicieux de surveiller la maison. Je n'ai rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Au lieu de cela, j'ai ouvert la poche extérieure de mon sac et j'ai sorti l'épais dossier que j'avais porté comme une armure toute la semaine. Je me suis dirigé vers le comptoir, mon comptoir, celui-là même où j'avais étalé la pâte à biscuits d'anniversaire et imprégné d'amour des décennies de repas, et j'ai déposé les papiers, les pages soigneusement déployées, notariées, certifiées, définitives. Je suis venu te remettre ceci, ai-je dit en tapotant la première page. Confirmation de transfert de fiducie déposée hier matin. Cette maison n'est plus un bien familial partagé. Le visage d'Aaron se crispa en s'avançant, les yeux scrutant les documents comme si plisser les yeux allait les faire disparaître. Tu as transféré la maison, a-t-elle demandé, son ton oscillant entre la surprise et l'incrédulité. Je l'ai protégée, ai-je dit calmement et sereinement. Je suis désormais l'unique fiduciaire, et personne, ni toi, ni Dylan, n'y a droit. La voix de Dylan était douce mais tendue. Maman, pourquoi as-tu fait ça? Je l'ai regardé et j'ai vu, non pas le garçon que j'avais élevé, mais l'homme qui m'avait abandonné sur un parking sans un regard en arrière. Parce que tu as déjà décidé que je n'avais pas ma place dans cette maison. Je suis simplement d'accord avec toi sur le plan juridique. Aaron a essayé de rire, mais ça sonnait creux. Tu exagères. Non, j'ai dit que tu surestimais tes droits. Le silence qui a suivi était plus épais que tout ce que nous avions jamais partagé dans cette pièce. Dylan a de nouveau regardé les papiers, cherchant toujours une faille dans l'encre. Aaron a reculé, les bras croisés. Et alors? Tu veux qu'on parte tout de suite? Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte en grand et j'ai laissé entrer la brise. Le soleil de fin d'après-midi baignait le sol, caressant le bord des papiers d'une lumière telle une signature naturelle. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine, ai-je dit sans élever la voix. Après, ce sera une affaire judiciaire. Dylan m'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas la femme qui se tenait là. Aaron a détourné le regard le premier. Sans un mot, elle s'est retournée, a posé son verre de vin sur la table et a commencé à rassembler ses affaires. Dylan m'a suivi, et je suis resté là, aussi immobile que le chambranle de la porte, les regardant partir comme ils étaient toujours arrivés, sans remerciement, sans excuse, sans hésitation. Mais cette fois, je n'ai pas bronché, car pour une fois, les serrures m'appartenaient. Ils m'ont traité de cruel, mais ma gentillesse n'a fait que les rendre insouciants. Le lendemain matin, je me suis tenu près de l'entrée, la lumière matinale reflétant le bord de la poignée de porte,
et j'ai regardé le serrurier terminer l'installation du nouveau clavier. Ses mains bougeaient rapidement, avec assurance, comme le font les gens qui ont déjà fait quelque chose des dizaines de fois. Mais pour moi, c'était une première. Code établi, dit-il en se redressant avec un léger grognement. Tu recevras des notifications à chaque utilisation. L'accès au garage est également réinitialisé. Nouvelle fréquence synchronisée avec la télécommande. J'ai hoché la tête, tenant le petit porte-clés qu'il m'a tendu comme la clé d'un plus grand. Et l'ancien code complètement désactivé, dit-il. Quiconque l'avait, il ne passera pas l'allée. C'était exactement le but. Après son départ, j'ai fermé la porte et suis resté là un moment, laissant le silence s'étendre sur le hall. Je l'ai respiré profondément et silencieusement, le cirage du bois propre, l'air printanier par la fenêtre ouverte, le léger parfum de romarin de la cuisine où des herbes fraîches trônaient dans un petit vase. Tout semblait nouveau, même si rien n'avait physiquement changé, sauf que maintenant, chaque centimètre carré de cette maison m'appartenait, et pas seulement par le nom. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la table à manger, et me suis connecté au fichier partagé qu'Inès avait préparé. Elle l'avait intitulé « Disposition de modification du trust familial Carter ». À l'intérieur se trouvaient les documents que j'avais demandés, attendant leur signature finale. L'un d'eux retirait définitivement Dylan et Aaron de la liste des bénéficiaires. L'autre ajoutait 2 inscriptions inattendues, 20% à un hospice local qui avait pris soin de ma belle-sœur pendant ces derniers jours, 30% à un centre de réadaptation pour femmes où j'avais suivi une thérapie en toute discrétion pendant les années les plus difficiles de mon mariage. Ces 2 noms étaient accompagnés d'histoires que je n'avais besoin d'expliquer à personne. C'était à moi de les raconter. Une fois signé, j'ai fermé l'ordinateur portable et me suis dirigé vers la cuisine, disposant un chemin de table en lin et 3 assiettes dépareillées. De la porcelaine que j'avais collectionnée au fil des ans, chacune avec une histoire plus réelle que celle des personnes que je venais d'expulser. À 18 heures, la maison ne ressemblait plus à un champ de bataille. Elle semblait être un point de départ. Joanne arriva la première, une tarte au citron à la main, fredonnant faux. Sandra la suivit, toujours en tenue d'infirmière, ses créoles argentées tintant contre son téléphone alors qu'elle raccrochait. Puis Miam, qui apporta du vin et un rire sonore qui résonna sur les murs et rendit l'endroit plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des mois. Nous ne parlâmes pas de famille. Nous ne parlâmes pas de culpabilité. Nous parlâmes de musique, de jardin printanier et de la question de savoir si le vin avait vraiment meilleur goût dans un verre à pied. Nous nous passâmes la tarte avec les mains et utilisâmes des serviettes en papier du même tiroir que j'avais autrefois rempli avec obsession pour les invités qui ne disaient jamais merci. À un moment, Miam leva son verre et jeta un coup d'œil vers la porte. « Ils essaient toujours de revenir, » dit-elle avec un sourire narquois. « Faites-leur payer le voiturier. » La table éclata de rire. Même moi. Je levai mon verre. « À la vie, » dis-je doucement. Tout avait commencé sur un parking. L'instant s'étira, calme et chaleureux, comme un pull enfilé sur les épaules juste au bon moment. Pas d'applaudissements, pas de drame, juste la paix. Et puis on frappa. Ni fort, ni précipité, juste inattendu. Je jetai un coup d'œil vers la porte, mon corps lisant déjà la forme du son. Ni Dylan, ni Aaron, trop léger, trop inhabituel. Je franchis le couloir et jetai un coup d'œil à travers la vitre. Une fille, 16, peut-être 17 ans, se tenait sur le porche, serrant une enveloppe jaune contre sa poitrine. Son jean était trop court, les revers effilochés. Ses cheveux étaient attachés en arrière avec quelque chose qui ressemblait à un lacet, mais ce furent ses yeux, incertains, familiers, qui me firent ouvrir la porte sans parler. Elle leva les yeux. « Êtes-vous Madame Carter ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, mais à peine perceptible. J'acquiesçai une fois. « C'est pour toi », dit-elle en tendant l'enveloppe comme si elle pesait plus lourd qu'elle n'aurait dû. Je la lui pris avec précaution. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit d'une écriture douce et penchée. L'écriture me fit Jeannette. Ce n'était pas celle de Dylan. Ce n'était pas celle d'Aaron. Elle était douce, légèrement de travers, un G en boucle et des cœurs minuscules que je parsemais si peu que je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas tenu l'enveloppe à 2 mains. La fille qui l'avait remise était déjà partie. L'enveloppe jaune tremblait légèrement entre mes doigts tandis que je la ramenais à l'intérieur, la porte se refermant derrière moi avec un léger clic qui semblait plus lourd qu'elle n'aurait dû. Je m'assis à la table à manger, encore toute chaude de rire et de tarte au citron, et l'ouvris avec la précaution réservée aux vieilles photos ou aux objets fragiles qui disent la vérité. La lettre était une page, du papier ligné, arraché d'un cahier à spirale. « Chère grand-mère, je ne savais pas.
Je pensais que tu avais juste disparu. Il disait que tu avais besoin d'espace, mais il riait comme si c'était un blague. Je les ai entendus murmurer des choses qu'ils ne voulaient pas que j'entende. Papa a dit que tu faisais une scène. Maman a levé les yeux au ciel quand j'ai demandé si on allait te rendre visite. Je sais que je ne suis pas censée choisir mon camp. Mais je crois que tu étais sur le mien depuis le début. Je suis désolée. Bisous, Léna. Je n'ai pas pleuré. Pas au début. J'ai juste regardé les lettres inégales. La petite excuse qui, d'une certaine manière, pesait plus lourd que toutes les excuses et le silence qui l'avaient précédée. Elle ne l'avait pas écrite pour obtenir quelque chose. Ni une approbation, ni un héritage, ni une rédemption, juste pour dire la vérité. Une chose rare dans cette famille. J'ai sorti une petite carte ivoire du tiroir. Mon vieux papier à lettres, légèrement jauni au coin, dernier vestige de l'époque où l'on écrivait encore des remerciements. Dessus, j'ai écrit à l'encre ferme. Les portes ne sont pas fermées pour toujours, juste verrouillées pour ceux qui n'ont jamais frappé. Tu as frappé. Merci. Je l'ai plié, glissé dans une enveloppe assortie et déposé près de la porte pour le concierge m'a envoyé un courrier le matin. Puis, je suis resté dans le silence de mon salon, celui qu'ils avaient tenté de prendre, de remodeler, d'hériter, et j'ai regardé autour de moi. Je n'avais plus rien à faire ici. Le lendemain matin, j'ai quitté la suite Penthouse. Pas de fanfare, pas de drame, juste un petit coup de carte, un remerciement poli au personnel et le bourdonnement des roues de ma valise traînant derrière moi sur le sol en marbre. Mais je ne suis pas retournée à la maison. J'avais autre chose en tête. À l'aéroport, j'ai réservé un aller simple pour Santa Fe. Pas besoin de consulter la météo ni les avis sur les hôtels. Je ne recherchais pas le confort. Je recherchais l'espace, la couleur, un silence paisible. Une ville qui savait honorer l'ancien tout en accueillant le nouveau. Cette retraite artistique avait toujours été un de ces rêves murmurés, gardés pour un jour. Un jour où je ne serais plus nécessaire, où la maison n'aurait plus besoin d'être nettoyée, où les petits-enfants n'auraient plus besoin d'être conduits, où je ne serais ni trop fatiguée, ni trop en retard, ni trop obligée. Ce jour était arrivé, et il était le mien. En fin d'après-midi, je me tenais dans un atelier ensoleillé, entouré d'inconnus qui ne connaissaient pas mon nom de famille, qui ne m'avaient pas vu élever un fils pour en faire un homme qui a désappris toute gentillesse. Devant moi se dressait une toile vierge, plus haute que je ne l'aurais cru, large et pleine d'attente. Je tenais un pinceau dans une main. L'acte plié, désormais symbole plus qu'un document, était glissé dans la poche de ma veste. J'ai trempé les poils dans du bleu cobalt, la couleur du crépuscule, de l'audace, du recommencement. Je n'ai pas peint tout de suite. Je suis resté là, respirant le parfum de la toile brute, de l'huile de lin et de la possibilité tranquille. Et puis enfin, j'ai bougé. Un coup de pinceau, puis un autre. Pas de plan, pas de peur, juste du mouvement, juste de la couleur. J'ai entendu la voix de Léna dans ma mémoire, douce et discrète. Je croyais que tu avais disparu, mais ce n'était pas le cas. J'étais sortie du cadre dans lequel ils m'avaient peinte pour entrer dans une scène de ma propre création. Ils m'ont abandonnée sur un parking.